Alors on va le voir avec vous, on est dans des univers très, très différents. Et malgré tout, on va trouver quand même des points communs. Alors, je vais commencer avec vous, Luc Faucroul, parce que finalement, vous signez l'ouvrage qui rentre peut-être le plus dans l'ambiance actuelle, puisque c'est l'histoire de Saint-Nicolas, ni plus ni moins, ou enfin peut-être un peu plus quand même. Alors, c'est l'histoire de Saint-Nicolas, mais vue par les enfants. Voilà, l'intérêt, c'était peut-être pas de faire une nouvelle histoire qui raconte encore la légende de Saint-Nicolas, qui est pour moi un peu atroce d'ailleurs. C'était plutôt d'aborder cette fête-là sous le regard de l'enfant et voir tout ce qui était merveilleux associé à cette fête de Saint-Nicolas. Et on a essayé, Annick et moi, donc mon épouse qui fait les illustrations du livre, de raconter un petit peu, de mettre dans ce livre tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous fascine dans l'histoire de Saint-Nicolas. Ouais, tout ce qui vous fascine vous, et puis tout ce qui fascine aussi les enfants qui vous entourent. Donc c'est quand la Saint-Nicolas raconte finalement l'histoire d'une famille, et en particulier de 2 petits-enfants qui attendent impatiemment le jour où ils vont découvrir leurs cadeaux dans la cheminée. Et donc c'est tout le parcours finalement des enfants à l'approche de la Saint-Nicolas. Voilà, donc on fait partie des enfants qui ont été très très gâtés pour ce jour de la Saint-Nicolas. Et pour nous, c'était fantastique. On a l'impression qu'il y avait des cadeaux partout. C'est le rêve. C'était le plus beau jour de l'année. Et il y a quelque chose de nostalgique dans votre approche. Il y a cette dimension-là, mais qu'on essaye aussi évidemment de revivre avec nos enfants, quoi. Et on espère justement de faire perpétuer cette tradition qui est merveilleuse, quoi. Alors, Anne Herbautz, avec une histoire grande comme la main, qui est le livre que vous publiez après beaucoup d'ailleurs de livres dont on a déjà parlé ici, une histoire grande comme la main. Là, on est dans un univers alors radicalement différent. Hein, chez vous, on est plutôt dans le réalisme, et chez vous, on est vraiment alors là dans la magie, dans la poésie et dans l'onirisme. Ce livre-ci, j'avais envie de raconter beaucoup, d'avoir beaucoup d'histoires. Et une des premières choses qui a construit le livre, c'était la main. Et l'histoire grande comme la main. Et en fait, quand on fait une histoire grande comme la main, les enfants vont tout de suite dire « donc 5 histoires ». Et la main est un peu mon fil conducteur dans l'histoire. L'idée de l'enfant qui va grandir, c'est l'âge où on apprend à compter avec les doigts, à lire, à saisir. Donc, les premières approches avec la lecture, en fait, c'est un peu le livre et le livre. Le livre vient toujours raconter du livre dans mes livres, il y a toujours du livre aussi. Et donc, cet enfant, déjà, a une branche dans son nom parce qu'il a un Y. Et donc, ça m'avait fascinée avec l'apprentissage de la langue, de l'écriture et des lettres, que les enfants, en fait, ils voient des lettres partout. On oublie qu'en fait, il y a des lettres partout. Donc, quand on allait en forêt, il y avait des lettres. Dans les objets, dans tout ce qu'ils voient, voilà, ils reconnaissent des lettres. Tout se transforme en écriture à un certain âge. Et donc, voilà. Et ça a un peu été la nourriture de ce livre. Et il y a ce basculement où on ne sait plus très bien où est le rêve et où est la réalité. L'imaginaire, que aussi l'enfance développe beaucoup. Et donc, j'ai travaillé le livre avec des passages très peints. Le côté forêt sauvage, c'est vraiment des peintures. Comment s'entremêle justement le rapport entre les mots et l'image, entre la parole et le dessin dans vos livres? Est-ce qu'il y en a un qui mène et l'autre qui suit, ou bien tout se fait ensemble? C'est très imbriqué. Donc, je n'écris pas d'une main et je ne peins pas de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai une construction du livre qui se met en place. Donc, c'est le texte qui vient à un moment avant l'image, mais l'image est pensée dès le départ. Et j'enlève aussi du texte quand l'image devient redondante. Donc j'ai vraiment un travail, on ne dit pas la même chose avec l'image qu'avec le texte. Alors avec vous, Manu Hermea et Jazz for Kids, là on est encore dans quelque chose de différent, mais qui n'est finalement pas si loin de cet univers de poésie et d'émotion. C'est la musique racontée aux enfants d'une certaine manière, et en particulier le jazz raconté aux enfants. Oui, absolument. Nous, on sort un livre qui est dans la continuité d'un concert au départ et qui est devenu un spectacle et d'un CD.
et où, au travers des comptines qu'on revisite un peu en jazz, comme on revisiterait les grands standards de jazz, on a pris les comptines parce que c'est les chansons, c'est le répertoire que les enfants connaissent évidemment, et à travers ces comptines, on a créé un fil conducteur, de dire, bon, ben voilà, entre tous ces personnages de comptines qu'on connaît tous depuis qu'on était petits, évidemment, il y a un fil. Qui c'est qui réveille frère Jacques le matin, hein? C'est une bonne question, ça. Ah bah, vous savez, c'est le meunier. Et donc, ça permet de revisiter ces différentes comptines en images. On a travaillé avec une jeune dessinatrice liégeoise, Marion Dionnet. Ouais, en images et puis en musique aussi, parce que le livre est accompagné d'un CD, évidemment, où il y a des vraies versions, on va dire, pour adultes, puisque si on met le CD et qu'on ne le sait pas, c'est un CD de jazz comme tous les CD de jazz. Et puis de temps en temps, on reconnaît une petite ritournelle et on s'est dit, mais donc c'était ça. Parce que vous disiez que ça part d'un spectacle, on va en voir quelques images justement, et puis on reparlera de votre livre juste après. On vous voit avec vos acolytes Sam Gersmans et à la basse, à la contrebasse et Pascal Moïse au piano. Est-ce qu'ils sont un peu perturbés, les enfants, quand ils redécouvrent comme ça les comptines et les musiques dont ils ont l'habitude réinterprétées? Non, pas du tout en fait. Et nous, justement, on s'est permis certaines libertés avec ça, stylistiquement, d'un peu surprendre sur les façons dont on interprète certains morceaux. On leur dit au début du spectacle, dès que vous reconnaissez un morceau, vous ne devez pas dire le titre. Simplement, vous commencez à chanter avec nous. On est en train de jouer le thème et puis on sent la salle qui prend. Et non, ils ne sont pas surpris. Et c'est une manière de leur faire comprendre justement comment fonctionne le jazz. Oui, absolument, absolument. Et alors, aux 2 tiers du spectacle, on a la souris verte qui arrive. En fait, elles sont 3 et on a 3 styles, mais qui n'ont rien à voir. Et nous, voilà, presque naturellement, sans le verbaliser, on leur montre qu'avec une mélodie, quand on la traite un petit peu comme une pâte à modeler, on fait ce qu'on veut et on peut être libre de ça et c'est très gai. Alors, Anne Herbaut, comment ils reçoivent vos histoires, les enfants? Parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture dans vos livres et c'est vrai que parfois on se demande comment les enfants se retrouvent dans ces histoires-là. Mais pour faire le lien avec la musique, je pense qu'il y a déjà dans l'écriture quelque chose à voir avec la musicalité. Donc la lecture de l'album jeunesse souvent se fait un partage avec le parent à voix haute, c'est le soir souvent, ou l'après-midi, la journée, mais c'est plutôt des moments on se retrouve avec un parent qui va entrer dans le livre avec l'enfant et faire la lecture. Et comme c'est lu à voix haute, il y a vraiment un rythme et une musicalité du texte. Donc parfois même quand le texte semble difficile, en fait la musique prend le dessus, c'est-à-dire que l'enfant se laisse porter par la musique du texte et puis il suit l'histoire. Donc l'enfant ne va jamais s'arrêter à une difficulté d'un mot. Donc, moi, je crois vraiment à la force de ça, de l'album, c'est qu'il vaut mieux aller dans quelque chose de dense que de simplifier juste pour dire c'est pour tel âge, donc on enlève. Non, pour moi, un livre, c'est tout un ensemble de textes et d'images. Et donc, il y a toute cette composition. Et les différents niveaux de lecture, c'est que comme c'est un livre partagé, les parents, ils vont aussi lire ils vont faire leur voyage, un voyage partagé et puis un voyage individuel dans le partage. Ouais, peut-être rapidement, Bernard Faucroul, excusez-moi. Pour rebondir sur votre histoire à vous, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que l'un des petits-enfants qui est à Saint-Nicolas, il lui demande, et il est très impatient de recevoir un robot. Et je me suis demandé si, au fond, dans cette période où on parle de jouets connectés, il y a une espèce d'hystérie presque sur tous ces jouets connectés. Au fond, est-ce que le livre trouve encore sa place ?
Moi, je crois peut-être encore plus que jamais. Parce que le livre, c'est du concret, mais c'est parfois effrayant de voir les petits jeunes qui découvrent un livre pour eux et ils essayent d'agrandir l'image et se rendent compte que le livre ne répond pas comme la tablette, quoi. Non, je pense qu'en effet, le livre est concret, on le tient. Et une des choses les plus belles qu'on nous a dit par rapport à nos bouquins, donc mon épouse et moi-même, c'est de nous dire « Ah, on n'ose pas vous montrer le bouquin tellement il a été abîmé ». Là, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à des auteurs de livres jeunesse, évidemment. Ouais, Manu Irma, peut-être là-dessus aussi. Ben oui, je crois que le livre, je rejoins ce que vous disiez, ce moment de partage dans la famille, d'un livre ou d'un spectacle, hein, parce que nous, dans le spectacle aussi, on a beaucoup joué dans les écoles ou dans les centres culturels pour les écoles, mais ce qu'on préfère, c'est jouer en tout public. Et le livre rejoint cette intention-là, c'est-à-dire s'adresser à un public finalement où les différentes générations, le petit frère, la grande sœur, les parents, mais aussi papy et mamie, et rechantent ensemble. Parce que avec un livre, nous en tout cas avec le nôtre, on peut chanter et lire et raconter l'histoire et revivre quelque chose d'intergénérationnel. Aujourd'hui, on le voit, bon, tout le monde passe beaucoup de temps devant des télévisions, des choses, du coup, mais c'est pas les mêmes horaires. Ouais, et c'est pas difficile de faire lire à ces enfants que vous voyez, que vous voyez notamment peut-être dans les écoles ou dans les différentes, pas formations, mais rencontres que vous pouvez faire avec des enfants. Leur amener un livre, c'est pas plus difficile que... Chez nous, le livre est vraiment le support au chant. Quelque part. Et donc, c'est pas tellement difficile. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement et je crois que la lecture et de façon générale, le dessin et la musique restent des supports qui traverseront les générations, quelles que soient les technologies. Moi, je ne suis pas du tout je suis pas inquiet pour ça. Le jour où les gens chanteront plus ensemble et raconteront plus d'histoires. Je crois que c'est une très belle conclusion. C'est la liberté d'Yann Herbol. Voilà une belle conclusion. En tout cas, merci à tous les trois.